Super, alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook et sur Zoom. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle conversation du CRIF. Vous avez peut-être découvert notre invité à l'occasion du documentaire Comme les autres, diffusé sur France 2 pendant le confinement. Je suis avec Mickaël Jérémias. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Marissa. Alors Mickaël, vous êtes un ancien champion de tennis, médaillé paralympique et président de l'association Comme les autres dont nous allons parler. Notre conversation ce soir va porter sur la question de la mixité handi-valide, un sujet important pour le CRIF puisqu'il s'agit avant tout d'un sujet de vivre ensemble. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle à vous les internautes que vous pouvez poser vos questions en commentaire de la vidéo Facebook sous le live et notre invité y répondra après notre échange. Alors Mickaël, pour commencer cette conversation, d'abord j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'association Comme les autres et de sa volonté de rassembler sur des activités plus ou moins sportives, à ce que j'ai compris, des participants valides et des participants handicapés. En fait, alors, très rapidement, moi j'ai eu un accident de ski à l'âge de 18 ans qui m'a rendu paraplégique. Donc j'ai eu une fracture de la moelle épinière, donc je suis ce qu'on appelle un blessé médulaire. Je suis devenu ensuite champion de tennis et au cours de ma carrière, j'ai eu envie à plusieurs moments de faire des choses qui n'étaient pas uniquement tournées autour moi de ma vie personnelle, de ma carrière sportive, mais d'être un peu plus porté vers les autres. Et il s'avère qu'au même moment, donc c'est des moments de vie, hein, ma femme qui est kiné, qui travaille avec l'équipe d'Angleterre de tennis en fauteuil, étant anglaise, donc elle travaillait pour l'ennemi. Et mon grand frère, à travers ses différents engagements et aussi le fait d'avoir vécu mon accident de vie avec moi, au même moment, on a eu l'envie finalement voilà, d'accompagner et d'aider éventuellement des gens qui auraient vécu ce que moi j'ai vécu. Et donc, il y a bientôt 10 ans, on a créé l'association Comme les autres, tous les trois. Et donc, moi, j'en suis aujourd'hui le président. Mon prédécesseur était mon grand frère, mais qui maintenant a rejoint les équipes salariées de l'association et un des co-directeurs. On s'est dit en fait que ce qui m'était arrivé, alors c'est pas moi qui le dis, c'est toujours plus délicat quand c'est moi qui le dis, mais moi je suis un exemple de rebond réussi. C'est-à-dire que j'ai eu un accident qui sur le papier à 18 ans est quand même très compliqué. Vous vous retrouvez en fauteuil roulant du jour au lendemain et on vous dit que vous ne remarcherez plus jamais. En soi, c'est très dur, ça met du temps, il faut du temps pour se reconstruire. On ne se reconstruit pas seul, moi j'étais très bien entouré. J'avais finalement les outils, il a fallu que j'aille les chercher, mais j'avais les outils qui flottaient autour de moi. Et donc je me suis reconstruit, et quand on dit se reconstruire, c'est retrouver une vie heureuse finalement. C'est rien d'autre que ça, c'est une vie sociale épanouie, une vie heureuse, que j'ai reconstruit en quelques années et que j'ai maintenant depuis une quinzaine d'années. Et donc, suite d'échanges et de discussions entre mon grand frère et ma femme, après un déjeuner, je me souviendrai toute ma vie, où je l'ai déposé ma femme et je l'ai récupérée juste après. Et ils ont eu justement l'idée de se dire, mais attends, mais ce qui a réussi pour toi si on crée une association et qu'on le mettait au service des autres. Donc on a créé l'association Comme les autres, où l'idée c'est de proposer un accompagnement social dynamisé alors par la pratique sportive à sensation forte. Donc on parlait de sport, c'est plus que moins. En l'occurrence, le sport est un vrai outil. Dynamisé par la pratique sportive à sensation forte pour des personnes victimes d'accidents de la vie. Donc là, on parle de quoi? On parle de blessés médulaires, donc des gens qui se retrouveraient paraplégiques, tétraplégiques, hémiplégiques, ou alors éventuellement amputés très haut. Donc des gens pour qui la question du handicap sera permanent, où la mobilité est sacrément entamée. Et pourquoi le sport? C'est que le sport, et qui plus est le sport à sensation forte, c'est un outil qui, en fait, vous sortez de centre d'éducation, on vous explique pendant ces mois et mois de rééducation, c'est que la société elle est hostile, la société elle est inaccessible, le regard qu'on va poser sur vous va être violent, va être compliqué. En fait, la vie ne va être a priori faite que d'obstacles. Et nous, on va commencer et proposer, en tout cas dans le cadre du parcours d'accompagnement social, on va proposer d'aller faire des activités que pour la plupart valides et handis n'ont jamais faites et des activités qui font qu'à un moment, si on est capable de faire de la plongée sous glace, du saut en parachute, du parapente, du ski, du bobsleigh, bon bref, tous les sports que vous pouvez imaginer, bah, peut-être que vous serez plus à même d'affronter l'hostilité de la société, à savoir l'inaccessibilité, deux marches à l'entrée d'un restaurant, un trottoir trop penché ou avec des poubelles en plein milieu ou avec pas assez de place pour passer. Et donc, on fonctionne comme ça. Et l'idée, après avoir participé à ces séjours sportifs à sensation forte, il est proposé à tous les participants handicapés qui le souhaitent un accompagnement social. L'enjeu de ce que nous propose, c'est l'accès aux droits, c'est l'accès évidemment à la santé, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès à la culture, à la pratique sportive, à la sexualité. L'idée, c'est de permettre, encore une fois, à une personne qui a une accident de la vie, à qui on a dit que la vie était terminée, qu'elle allait être a priori extrêmement compliquée, c'est de donner les outils gratuitement. Toutes les activités de l'association sont gratuites parce qu'on est face à des populations potentiellement en situation de précarité. Quand vous venez avoir un accident, il vous arrive de perdre votre job. La mise en adaptation de votre logement, la réorganisation de votre vie est souvent très coûteuse. Donc,
toutes nos activités et l'accompagnement social sont gratuites. Et donc, on va commencer ce travail-là. Pour revenir sur le thème qui est la mixité handivalide, c'est que sur tous nos séjours, la règle, elle est simple. On part avec 10 personnes. Enfin, 12 personnes, mais avec 10 participants. Vous avez 5 participants handicapés, donc des personnes, des hommes et des femmes, qui viennent d'avoir un accident et qui sont retrouvés en fauteuil roulant, donc des personnes, encore une fois, blessées médulaires essentiellement. Et ils partent avec 5 personnes valides. Mais pas des gentils valides bénévoles au service de pauvres handicapés qui ont besoin de se faire pousser dans la neige ou dans le sable. C'est pas ça, c'est que ce sont des personnes comme vous, Marie-Sarah, des personnes qui, à un moment, ont envie de partager une expérience, des personnes qui sont curieux de savoir, et en tout cas qui ont une curiosité du monde dans lequel on vit et de ce qui se passe autour de soi, qui justement ne vivent pas qu'entre eux, il n'y a pas d'entre-soi, il y a une vraie curiosité de ce qu'est la réalité de la vie et de notre diversité. Et donc, c'est des gens qui ont des parcours de vie tout à fait ordinaires. Ce ne sont pas des médecins, des infirmières, des kinés qui viennent, pas du tout. Donc, dans les séjours, on parlait du film dont on a parlé, vous aviez des gens qui venaient de plein de milieux différents, et c'est ce qui fait la richesse de ces séjours. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on change de regard, qu'on pose sur le handicap pendant ces séjours, et aussi on se réconcilie. C'est-à-dire que quand vous êtes handicapé sur un accident de la vie, vous en voulez à la terre entière souvent. À un tiers quand il y a un tiers responsable, mais sinon globalement à la terre entière. Et vous estimez que les personnes valides sont responsables des obstacles auxquels on est confronté, ont la chance de faire des choses qu'on ne peut pas faire, et en fait là on apprend à vivre ensemble en communauté pendant 5 jours, c'est la moyenne de nos séjours, et on se retrouve en fait à vivre ensemble, à dormir dans les mêmes appartements, à se faire à manger ensemble, à faire les mêmes activités. Et je peux vous dire que je suis paraplégique ou valide, quand il faut se jeter d'un avion, autant vous dire que là c'est pas une question de handicap physique, c'est le rapport qu'on a voilà, à la vie, à soi, à nos peurs, à nos appréhensions. Évidemment que si à un moment on doit aller sur la plage et qu'il faut aller se baigner en mer, vous allez a priori plus m'aider que l'inverse. Mais ça, c'est marginal. L'enjeu de ces séjours, c'est justement, évidemment, d'apprendre à vivre ensemble, de banaliser la différence, qu'être handicapé pour une personne valide, être en contact avec une personne handicapée, soit plus jamais un problème. Moi, mon combat et le combat de l'association, c'est de banaliser la différence. C'est qu'aujourd'hui, une personne handicapée a le droit à la citoyenneté, à accéder à la citoyenneté comme tout le monde, à avoir les mêmes droits et pas uniquement les mêmes devoirs. Je suis bavard, ça, faut pas hésiter à me couper. Ah ouais, mais c'est pour ça que je vous ai demandé de faire une conversation, hein, Mickaël. Vous savez que vous étiez bavard, voilà, c'est parfait. Voilà, tout ce dont vous parlez, on l'a très bien vu dans ce film documentaire que j'invite tous les internautes à voir. Et vous parlez quand même beaucoup aussi de discrimination. Et j'ai un chiffre que j'ai trouvé assez important. 12 millions de Français aujourd'hui sont en situation de handicap, donc tout type de handicap confondu. Ouais. Ça fait un Français sur 6. Et parmi ces 12 millions de personnes, il y a 19% de taux de chômage. Et en France, sur la population française, on est à 10%. Donc c'est un taux qui est vraiment important. Est-ce que là, on peut parler de discrimination dans le travail, par exemple? En fait, on peut parler de discrimination dans tous les secteurs. Aujourd'hui, quand vous êtes une personne handicapée, alors vous avez bien fait de rappeler les chiffres, 12 millions, donc une personne sur 6. Alors oui, vous allez me dire, attends, ils sont où ces 12 millions? Parce que les gens en fauteuil roulant, on n'en voit jamais. Alors pour information, sur 100 personnes handicapées, il n'y en a que 2 qui sont en fauteuil roulant. Donc oui, les personnes en fauteuil roulant représentent 2%, 85% des handicaps sont des handicaps invisibles. Donc quand vous êtes au travail et que vous êtes dans un open space avec, j'en sais rien moi, avec 10 personnes, et vous avez alors je suis très mauvais en mathématiques, mais vous avez un peu plus de 15% de ces 10, donc vous avez, disons, 2 personnes qui ont un handicap. Mais le handicap, c'est pas uniquement le fauteuil roulant. Le handicap, ça peut être un handicap mental, ça peut être le handicap psychique, ça peut être une maladie qui vous fait qu'une fois par mois, vous allez faire des soins, et que d'ailleurs souvent, vous ne dites pas à vos collègues et vous dites que vous avez un impératif ou quelque chose qui vous oblige à vous absenter. La réalité, c'est que aujourd'hui, une personne qui est sourde d'une oreille, j'en connais mais énormément, c'est un handicap dans la vie et aussi dans le travail. Et donc oui, aujourd'hui, les personnes handicapées font partie des plus discriminées. Des minorités les plus discriminées dans notre pays. Discriminées à l'embauche, on a un taux de chômage 2 fois plus important, et pas uniquement parce que on n'est pas suffisamment qualifié, parce que c'est un enjeu, effectivement, quand vous n'avez pas accès de la même manière que les autres à l'école de la République, et que aujourd'hui il n'y a pas suffisamment d'auxiliaires de vie scolaire qui vont pouvoir accompagner des enfants handicapés qui auraient besoin justement d'une aide
une aide, pas forcément une aide pour traduire quoi que ce soit de ce qu'un professeur nous transmet, ou tout simplement il y a des enfants qui ne peuvent pas servir de leurs mains, qui ne peuvent pas écrire, qui ne peuvent pas prendre de notes, ou des enfants qui ont du trouble de l'attention, mais qui ont toutes les mêmes capacités que vous et moi à réfléchir et à avancer. Et sauf qu'aujourd'hui, on manque d'auxiliaires de vie scolaire, on manque d'auxiliaires de vie scolaire qualifiés qui vont pouvoir nous accompagner, pas jusqu'au brevet, mais jusqu'au bac, et puis en études supérieures. Donc on est face à deux choses. Il y a un manque de qualification, et c'est une réalité, et ça je le dis pour pas qu'on toujours dénoncer l'inactivité et l'incapacité des entreprises à recruter des personnes handicapées. Ils ont cette réalité, mais attention, et je leur dis bien droit dans les yeux, c'est pas le seul, vous n'êtes pas que des entreprises avec des bacs +8 ou des bacs +10. La réalité, c'est qu'en fait, vous pouvez, et vous devez donner sa chance à tous. Ça, c'est tout simplement respecter la société dans laquelle on vit et donner accès à toute la richesse de nos diversités à l'emploi. Mais la raison principale, c'est que oui, on est une population discriminée. Et la discrimination, elle n'est pas uniquement passive. C'est pas j'adorerais vous employer, mais simplement j'ai 3 marches à l'entrée de ma société. Alors, on va peut-être trouver une solution pour la rendre accessible, votre société. Puis il y a des financements, et puis il s'avère que vous avez les moyens de le faire. Donc ça, c'est sur la partie purement pratique, l'aménagement de poste. Mais globalement, on parle là d'intervention minoritaire. La raison pour laquelle on n'a pas accès à l'emploi principal, c'est qu'aujourd'hui, le handicap, ça fait peur. C'est qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas, globalement, même si je déteste les généralités, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de recruteurs qui, en fait, ne veulent pas faire entrer une personne handicapée dans une entreprise parce qu'elle a peur que la personne handicapée va être en retard, va être moins performante, va être plus souvent malade. Énormément de clichés et d'a priori que nous, on doit déconstruire ensemble. Hein. Quand je dis nous, c'est pas que les personnes handicapées, c'est la société. Et parce que la réalité, une personne handicapée, souvent, pas tout le temps, faut pas non plus idéaliser dans le sens inverse, mais une personne handicapée, qui plus est devenue handicapée au cours de sa vie, en fait, c'est une personne qui a été en capacité d'affronter des choses extrêmement violentes. Une personne souvent particulièrement résiliente, parce qu'une personne handicapée qui cherche du travail, elle a déjà passé les étapes de l'acceptation, en tout cas d'avoir affronté tous les obstacles auxquels on doit être confronté quand on a un accident. Vous ne retournez pas bosser 3 mois après avoir un accident quand vous êtes paraplégique. Il y a tout un temps de reconstruction qui peut prendre pour certains des années. Donc la réalité, c'est que quand on fait la démarche d'aller chercher du travail, c'est qu'on a déjà dominé un certain nombre de sujets. Et la réalité, c'est que quand vous êtes dans une entreprise, prenons aujourd'hui la situation du confinement, des personnes qui se sont retrouvées dans des situations extrêmement anxiogènes, peur de l'avenir, peur du moment présent. Il y a eu une explosion de maladies psychiques pendant le confinement. Moi, j'aurais plutôt tendance, en période de crise, d'aller prendre conseil auprès d'une personne qui a déjà vécu la crise. La crise, c'est pas juste la crise économique ou là, la précarité dans laquelle on est pendant quelques mois. La crise, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est la violence d'un accident. Il y a une très belle campagne de communication qui a été faite par APF France Handicap sur le confinement, avec des photos de personnes. Le confinement, ça fait 2085 jours. Et maintenant, vous savez ce que c'est de vivre confiné. C'est qu'encore une fois, vous avez des personnes qui vivent ça au quotidien, dans leur chair, la discrimination, la précarité, l'isolement, et qu'aujourd'hui, parce qu'on a peur, parce que on nous enseigne pas à l'école justement la richesse de notre diversité, et c'est pas propre aux personnes handicapées, parce qu'on ne nous confronte pas. Moi, j'ai pas de souvenir, et je suis pas si vieux que ça, j'ai pas souvenir d'avoir des enfants handicapés à l'école avec moi, alors que pourtant mon école, elle était accessible. J'en ai pas de souvenir là. Donc le vivre ensemble, il part depuis l'école. Ouais, voilà, vous parlez d'accessibilité et en effet, il y a une question sur ce sujet-là qui est l'accessibilité, oui, pour certains postes, dans certains endroits, des restaurants, des écoles, tout ça. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous pensez que l'État, parce qu'il y a les associations, mais il y a aussi l'État, en fait assez? Qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux? Et en fait, ma deuxième question, c'est est-ce que le problème vient aussi de la société aujourd'hui où il y a pas forcément une acceptation totale de vivre avec des personnes handicapées, de vivre ensemble, quoi. Vous parlez un peu de peur, mais je me demande si le problème vient pas de là, en fait, déjà de base, quoi. Alors, pour répondre à votre question, l'État n'en fait pas assez, forcément, puisqu'on a aujourd'hui une population qui a des personnes handicapées, qui a un taux de chômage 2 fois plus important que le reste de la population. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand je dis l'État, c'est pas l'État aujourd'hui, la photo qu'on fait aujourd'hui. C'est l'État depuis la nuit des temps. La première loi sur le handicap, elle date de 1975. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire? Déjà appliquer de manière extrêmement stricte la loi de 2005. La loi de 2005, la loi sur le handicap,
Si elle était appliquée de manière beaucoup plus stricte, il y aurait beaucoup moins de chômage, on serait dans une société beaucoup plus accessible, et quand je dis accessible, je ne parle pas encore une fois que de mettre des rampes pour les gens en fauteuil roulant, je parle accessible avec un grand A pour tout type de pathologie. Si la société, donc là j'extrapole, ce n'est pas que l'État il n'est pas responsable de tout, mais il a quand même une grosse responsabilité. On est dans un État-providence, en tout cas on est censé être dans un État-providence. Aujourd'hui, encore une fois, je vous le rappelle, quand vous êtes handicapé, vous avez les mêmes devoirs, mais vous n'avez pas les mêmes droits, du tout. Ce qui est une discrimination dans un pays comme le nôtre en 2020 inacceptable. Et donc aujourd'hui, effectivement, heureusement qu'il y a un gros travail des associations pour pallier justement à ces manques. L'idée, on en parlait il y a une minute, l'école. De quelle manière vous voulez qu'on soit capable de vivre ensemble? C'est à quel moment que ça se passe? C'est pas quand on a 40, 50 ans d'entreprise, on fait ce travail-là, on peut sensibiliser, on peut avertir, on peut faire ce petit travail-là. Mais mettez des enfants handicapés, des enfants de toute origine sociale, des enfants, alors la question du genre est peut-être un peu prématurée en primaire, mais en tout cas des personnes de toute confession différente. Ce sera jamais un enjeu pour eux. Quand ils vont avoir 25, 30 ans dans une entreprise, ah, bah toi t'es noir, bah toi t'es juif, ah toi t'es handicapé, ah bah toi t'es homosexuel. Ils s'en foutent. Ce ne sera jamais un problème. Le problème, c'est pour les personnes qui ont été formatées, qui ont évolué dans une société où justement on a cessé, par ignorance, de dire que ah bah tiens, eux ils sont comme ça, eux ils savent pas faire. Mais en fait, tout ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, l'accès aux écoles de la République pour tous en milieu ordinaire, ça doit être la priorité absolue. C'est-à-dire qu'il faut mettre tous les moyens là-dedans. Ce qui fait qu'au moins cette génération, la génération là qui va naître dans les années 2020, au moins cette génération, elle sera à l'abri de tous ces risques de discrimination, de toutes ces peurs-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas sacrifier ces générations d'avant. Donc les gens qui auraient entre 20 et 100 ans, quoi. Et il faut évidemment faire ce travail-là. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce que là on fait, ce qu'on fait tous les deux, c'est ce qu'on fait dans les entreprises, c'est ce qu'on fait dans les écoles plus tard, parce que déjà à 15 ans, vous êtes déjà pas mal formaté. Quand j'ai fait une intervention moi, dans un collège ou dans un lycée, c'est pas, il est évidemment jamais trop tard, mais vous n'êtes pas aussi impactant que quand vous allez avoir des enfants de 4-5 ans. Mon petit garçon, il a 4 ans. Pour lui, ce ne sera jamais un problème de rencontrer, de fréquenter, d'évoluer, de travailler, de vivre avec une personne en fauteuil roulant. Jamais. Parce que pour lui, c'est banal, c'est évident. Et donc, moi, mon combat d'homme, c'est de s'assurer qu'il y ait une plus juste représentation de notre diversité dans notre pays. Et ça commence à l'école. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui une solidarité en France et dans le monde, mais particulièrement en France, contre les discriminations à l'encontre des personnes handicapées et peut-être plus spécifiquement à l'encontre des personnes handicapées dans le sport? Je ne parlerai pas de solidarité. Nous, on est une minorité dans la minorité. C'est-à-dire que les sportifs de haut niveau handicapés, on représente donc une minorité, parce que sportifs de haut niveau, vous êtes déjà une minorité, alors qui plus est handicapé. Et d'une certaine manière, nous, on a... Alors, je ne fais pas de généralité, parce que je connais des sportifs handicapés qui galèrent et qui ont des vies qui ne sont pas simples, même s'ils sont pourtant excellents dans leur sport. Mais oui, c'est-à-dire que on est beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qui est tel qu'on aime bien le définir, même si je suis contre ces définitions-là, mais le super-héros, le mec qui a eu l'accident, qui du jour au lendemain, alors on sait très bien que c'est jamais du jour au lendemain, il faut un temps, des fois, beaucoup plus long qu'on l'imagine pour se reconstruire, accepter, aller de l'avant, et qui va venir, pas vous faire de son moral, mais qui va vous montrer que, putain, moi j'ai été capable de faire ça, alors que j'ai eu un accident, alors que je peux même pas me déplacer tout seul, alors qu'il me manque des membres, et donc, on aime bien raconter ces success stories. La réalité, c'est que nous, on n'est pas du tout représentatif. Quand je dis, en tout cas, les sportifs de niveau handicapé qui sont particulièrement performants et qui ont sublimé leur handicap et qui sont, de manière générale, très épanouis, c'est pas la majorité des personnes handicapées. C'est sûr que, et d'ailleurs, les médias en jouent énormément. Aujourd'hui, c'est plus vendeur de communiquer sur des success stories de sportifs qui, malgré leur handicap, qui sont performants, qui sont forts, qui sont puissants, et ça vient casser un petit peu les a priori qu'on a. Sauf que c'est pas juste. Moi, le handicap, je le connaissais uniquement à travers le Téléthon. Et le Téléthon avait, pour le coup, une approche, déjà une thématique bien vraiment différente. C'est-à-dire qu'en gros, on doit collecter des fonds, on doit collecter de l'argent pour des maladies orphelines, contre la myopathie. Et voilà. Et donc, les gens qui sont victimes de ça, ce ne sont pas des sportifs de haut niveau, ce sont très souvent des enfants ou de très jeunes adultes, parce que l'espérance de vie est malheureusement pour ces pathologies-là souvent courte, souvent faible. Et donc voilà. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le handicap, c'est tout ça. Le handicap, ça peut être
minorité de sportifs de niveau. C'est des gens qui ont des maladies rares. C'est des gens qui vont être au travail et qui, à un moment, en soulevant quelque chose, vont se péter quelque chose. C'est souvent, majoritairement, des handicaps invisibles avec des pathologies qui nous handicapent et que personne ne voit, que personne ne peut comprendre, mais qui viennent nous pourrir la vie. C'est aussi du handicap psychique, beaucoup. On en parle très peu, mais c'est aussi du handicap psychique et c'est du handicap mental qui, au sein de cette minorité, est la minorité la plus discriminée, les personnes handicapées mentales. Et donc, je parlais pas de solidarité, évidemment. C'est plus facile pour moi, en tant que personne handicapée, sportive de haut niveau, avec mon parcours, quand je veux ouvrir des portes. Oui, c'est plus facile. Mais que je sois dans un fauteuil ou pas, quand vous avez été champion paralympique ou olympique et que vous avez été porte-drapeau, oui, on vit dans un monde comme ça, on vous ouvre plus de portes, bien évidemment, que si vous avez juste été champion de votre club. Mais bon, ça, c'est l'injustice de la petite ou grande notoriété. Et donc, voilà, vous avez été, vous dites, un champion de tennis, médaillé paralympique. Aujourd'hui, en France, quand on est en fauteuil et qu'on veut faire du sport, puisque vous l'avez dit, le sport, c'est essentiel dans une vie et ça apporte énormément de choses sur beaucoup de niveaux. Comment on fait? Est-ce que c'est facile de faire du sport aujourd'hui en fauteuil? C'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Moi, quand j'ai eu mon accident, vous n'allez pas au club de tennis à côté de chez vous et en disant voilà, bonjour, je voudrais faire du tennis parce que à ma main, le problème c'est que le club il n'est pas accessible, tous les cours sont avec X marches à entrer. Après avoir fait du sport, comme beaucoup de gens, on aime bien prendre une douche, aller au vestiaire. Non, mais le vestiaire laisse tomber. Tiens, je viens de m'entraîner, mais je viens de m'entraîner 2 heures, j'aimerais bien aller aux toilettes parce que ça fait 2 heures là que je vais aller aux toilettes. Non, nos toilettes sont pas accessibles. Donc aujourd'hui, la réalité, on revient toujours à cette problème d'accessibilité, c'est qu'on vit dans une société qui est hostile aux personnes à mobilité réduite. Et donc, il n'y a pas suffisamment de structures sportives, et là je parle tout sport confondu, accessibles à tous. Et donc l'enjeu est là. Et puis ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'obstacle de la formation des éducateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas tel ou tel sport de la même manière à n'importe qui. Quand vous avez un public jeune, quand vous avez un public moins jeune, quand vous avez un public handicapé, quand vous avez il n'y a pas une forme d'enseignement, donc il faut évidemment former plus massivement. Et puis après, il y a aussi dans un certain nombre de sports, il y a aussi la question du coût. C'est que vous, si vous voulez faire du tennis, vous pouvez même arriver juste avec vos baskets et votre short au club, et je suis persuadé qu'on vous trouvera une raquette et des balles. Et au pire, vous pouvez vous l'acheter et vous trouverez même des raquettes à moins de 100 € dans les grandes surfaces de sport. Par contre, nous, vous pouvez, alors pour la raquette et la balle, c'est pareil, mais il nous faut un fauteuil. Et pas le fauteuil sur lequel là je suis assis, mais un fauteuil de tennis. Et un fauteuil de tennis, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et donc, il y a évidemment aussi cette problématique-là. Alors, c'est pas le cas dans tous les sports, mais l'adaptation doit avoir lieu. Donc aujourd'hui, évidemment, les choses vont dans le bon sens. Je ne peux pas dire que la situation des personnes handicapées en 2020 est la même qu'en 2000. Mais il faut rappeler quand même, en tout cas pour des gens comme moi, athées, c'est qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Et donc si on n'a qu'une vie, l'idée, c'est pas de se dire qu'en 2150, les personnes handicapées auront une vie complètement épanouie, auront les mêmes droits. Moi, ça me fait une belle jambe, mais en l'occurrence, j'aimerais quand même, alors pas moi personnellement, parce qu'encore une fois, moi, je suis plutôt privilégié et accès globalement un peu tout ce que je veux, mais que les gens, moi, la minorité à laquelle j'appartiens, puissent librement accéder à toutes les choses auxquelles elle a droit. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, tant que ce sera pas le cas, on continuera, l'association comme les autres associations, tous les militants, lobbyistes qui veulent aujourd'hui vivre dans une société plus juste. Voilà, on continuera à faire ce travail-là. Mais on doit tous y prendre notre part. C'est-à-dire que c'est un problème de société. C'est-à-dire que l'État, évidemment, doit prendre sa part. La société dans sa globalité, les individus, vous, moi, on doit prendre nos responsabilités. Les associations le font déjà, et elles sont nombreuses. Mais aussi les médias. Les médias ont un rôle très, très important sur ces questions-là. On est une minorité invisible. Mais invisible pas parce qu'il y a une majorité de handicap invisibles, mais parce qu'en fait, on ne nous représente pas à la télé. C'est-à-dire que vous avez moins d'1%, vous imaginez, moins d'1% des programmes dans lesquels personnes handicapées visibles sont présentes. Moins d'1%. Donc, il y a un gros travail collectif à faire et on en est encore très loin. Ouais, c'est sûr. En tout cas, on pourrait en parler vraiment des heures avec vous. C'est vraiment, je crois, un privilège de vous avoir et d'entendre tout ce que vous avez à nous dire sur le sujet. On va passer aux questions parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions des internautes. Alors, je me tourne vers Robert Egenès, directeur exécutif du CRIF. Robert, est-ce que vous avez des questions pour Michaël? Oui, bien sûr. Beaucoup de questions parce que ce que vous nous dites intéresse beaucoup de monde et interpelle. Une question qui est intéressante, tout le monde s'émeut en pensant à l'école, vous avez raison, c'est par les enfants qu'il faut commencer, mais est-ce que les professeurs sont formés à l'accueil du handicap? Et j'en profite pour étendre la question, est-ce qu'il y a une formation handicap dans les entreprises, dans les administrations? Est-ce que c'est pas par là aussi qu'il faut peut-être commencer?
Alors, les professeurs, ils sont accompagnés si le handicap de l'enfant ne permet pas un enseignement traditionnel et ordinaire. J'ai un enfant qui est en fauteuil roulant et qui serait autonome et qui arrive dans une école. Quand je dis autonome, c'est-à-dire que l'école est accessible, la cantine est accessible, les toilettes sont accessibles. Il n'y a pas de formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où là, on est sur du handicap moteur, il n'y a pas de formation particulière dans la transmission du savoir. Par contre, si vous avez un enfant qui a un handicap qui fait qu'il ne peut pas être autonome dans la prise de notes, dans l'attention, qui ne peut pas manger tout seul, qui ne peut pas aller aux toilettes tout seul, là, il faudra, pour le coup, pas que le professeur se concentre sur un élève, mais il faudra, j'en parlais tout à l'heure, d'auxiliaires de vie scolaire qui sont manquants et qui sont, à partir d'un certain niveau, pas suffisamment formés et qualifiés pour emmener l'enfant du primaire jusqu'aux études supérieures. En entreprise, aujourd'hui, il y a dans beaucoup d'entreprises, alors plutôt des grosses entreprises, mais des missions handicap, c'est-à-dire des structures qui vont sensibiliser les collaborateurs à l'année, à la question du handicap, à travers des formations, à travers des conférences. Mais on ne forme pas un employé d'entreprise au handicap. Alors, au même titre qu'on ne forme pas un employé d'entreprise à vivre avec telle ou telle personne. Voilà, aujourd'hui, on va vous apprendre, vous allez avoir un noir qui va venir dans l'entreprise. Il y avait 20 salariés, il y avait 20 blancs, ben là, on va avoir un noir. On ne forme pas à ça. Et on ne devrait pas avoir à former à ça. Ben, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que il est sensibilisé et formé, c'est pas la même chose. Sensibiliser au fait qu'une personne handicapée va arriver dans l'entreprise, il n'y a pas d'effet d'annonce. La seule chose dont on doit s'assurer, c'est que la personne puisse faire son travail. Après, c'est un travail collectif de société. L'entreprise, elle peut organiser une grande journée d'initiation à la pratique sportive pour personnes handicapées, par exemple, où tous les collaborateurs vont se mettre en situation de handicap et vont, à travers ça, rencontrer des sportifs handicapés qui vont leur raconter leur parcours de vie, les sensibiliser. Des ateliers, moi, que j'ai déjà organisés en entreprise, Vie ma vie en fauteuil roulant, ou les yeux bandés, et on va arriver, et va y avoir, sur la base du volontariat, des collaborateurs qui vont faire ce qu'ils font dans la journée, mais simplement, ils vont le faire en situation de handicap. Et avec des gens qui sont des anonymes et qui sont en fauteuil roulant, qui sont aveugles ou malvoyants et qui vont venir à un moment partager justement leur quotidien, leur montrer qu'on peut travailler, qu'on peut même être performant, même si à la cantine ou dans le bureau, on est en fauteuil roulant. Parce que finalement, dans l'entreprise, les activités classiques d'une entreprise, je parle pas de manutention, je parle d'employé de bureau, soyez en fauteuil roulant, ou même que vous soyez malvoyant, ça ne change pas grand-chose sur du handicap moteur. Encore une fois, je distingue handicap moteur et handicap psychique ou mental. C'est juste de l'adaptation très basique. Moi, j'ai plein d'amis qui, heureusement pour eux, ont un métier et qui sont handicapés. Il se passe rien une fois que l'entreprise est accessible. Nous, on est autonome chez nous. C'est la société qui nous rend handicapés. Là, moi, je suis chez moi, je suis complètement autonome. Je sors de chez moi, je vais être confronté à des obstacles. C'est la société qui nous handicape. Nous, on organise un environnement qui est tout à fait accessible et fonctionnel. Donc oui, évidemment, ça commence à l'école et il faut que ça continue dans le monde des grands, le monde de l'entreprise notamment, mais aussi dans les associations sportives. Quand moi je fais dans mon club de tennis, on fait une journée, moi je suis vice-président du TC12 Bercy, qui est mon club de cœur où j'ai appris à jouer au tennis, valide, où j'ai fini ma carrière en fauteuil. Quand on fait une journée où je viens jouer avec les gamins et que les autres jeunes de la section de tennis en fauteuil viennent jouer avec tout, mais il se passe quelque chose d'extrêmement fort. Il n'y a plus de discussion. Les parents avec leurs enfants, voilà, ça fait partie de la vie du club, ça fait partie de tout ce qu'on vit à ce moment-là. Et donc oui, il se passe quelque chose et globalement, le travail, il est fait. Alors, c'est pas un one-shot, mais c'est un travail continu. Et ce qui est valable, mais c'est ce qui est valable avec des minorités, avec d'autres minorités quand on l'a fait, quand on a commencé à le faire il y a une trentaine d'années. Dans les médias, il n'y avait jamais un noir et un arabe à la télé. Moi, je me souviens la première fois, justement, que Rachid Arabe présentait le journal de France Télévisions quand j'étais jeune. C'était quelque chose qui, alors ça n'a rien réglé. Hein. Aujourd'hui, la représentation de notre diversité à la télé, il y a encore un énorme boulot à faire, mais en tout cas, ça a été amorcé. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est un travail permanent à faire et valable pour tout le monde, pour toute la société. Merci beaucoup. Et vous avez raison, c'est surtout de sensibilisation qu'il faut parler dans la société, pas tellement de formation. Une autre question qui nous est posée, est-ce qu'il y a des exemples, des pays qui peuvent nous servir d'exemple en termes de relations entre les handicapés et les valides? Moi, je vis en Angleterre. Là, on échange depuis Londres, voilà, ici Londres. Ma femme est anglaise, donc il y a 2 ans, après avoir vécu 9 ans à Paris, je vous raconte un peu ma vie privée. On s'est installé en Angleterre avec notre petit garçon, c'était le deal. On commence en France, puis on ira là. Je suis dans une société qui n'est pas fondamentalement beaucoup plus accessible que la France. C'est-à-dire qu'en Angleterre, là, moi j'habite à Londres, l'équivalent c'est Paris. C'est un peu plus accessible, mais pas beaucoup plus. Il ne faut pas non plus idéaliser l'endroit où on vit. Mais il y a des petits détails.
100% des taxis sont accessibles. 100% des bus, vous savez, ces bus rouges là, sont accessibles. Le métro est en partie accessible. Mais il y a des lignes où vous avez peut-être 20 stations, il y en aura 7 qui sont accessibles, mais qui me laissent la possibilité d'avoir quand même, de faire appel à cet outil-là. On ne nous dit pas, comme en France, que le métro, si la ligne n'est pas accessible intégralement, on ne peut même pas vous faire quelques stations. Très bonne excuse d'ailleurs de la RATP et d'échappatoire pour la RATP et pour le gouvernement, c'est qu'en fait, on ne demande pas que d'un coup, tout le métro parisien soit accessible. C'est de donner aux personnes handicapées tous les outils pour pouvoir être autonomes et pour notamment, par exemple, pouvoir aller travailler librement. Parce que là, on parlait d'emploi tout à l'heure. Quand je regarde la télé en Angleterre, il n'y a pas une journée, au moment d'une pub, ou éventuellement le soir, quand je regarde la télé, si je tombe sur un talk show, il n'y a pas une journée où je ne vois pas du handicap à la télé. On fait partie du paysage. Alors ça s'est intensifié après les Jeux de Londres en 2012, les Jeux paralympiques évidemment ont eu leur impact, ce qui fait que je suis engagé auprès de Paris 2024 depuis le début, depuis le comité de candidature et actuellement auprès du COJO, parce que c'est quelque chose auquel je crois profondément, que c'est un formidable accélérateur en termes d'inclusion, d'intégration et de diversité. Mais la réalité, c'est que en Angleterre, ils n'ont pas tout révolutionné. C'est-à-dire que je peux pas dire, je suis pas capable de vous dire à quel point ils sont plus avancés que nous sur un certain nombre de sujets, mais je veux prendre ne serait-ce que ça sur quelques outils un peu symboliques, les transports, l'école. Moi, je suis intervenu parce que j'ai plein de neveux anglais, donc je suis souvent intervenu au moment de Wimbledon dans les écoles de mes neveux et nièces. En fait, j'ai déjà vu souvent des enfants handicapés, pas beaucoup, mais un enfant en fauteuil, 2 enfants en fauteuil, un enfant malvoyant. En fait, de voir cette diversité-là et de ne pas voir des enfants handicapés, alors ça c'est moins le cas en France aujourd'hui, et tant mieux, mais en milieu protégé, alors qu'il n'y aurait pas besoin. Évidemment qu'il faut le mettre à disposition pour ceux qui ne peuvent pas suivre un enseignement ordinaire, mais le plus possible, il faut le favoriser. Le vivre ensemble, c'est la clé. Après, sur l'accessibilité, oui, aux États-Unis, quand je vais aux États-Unis, et je suis beaucoup allé là-bas, notamment dans le cadre de ma carrière sportive. Quand vous sortez, vous ne posez pas la question de est-ce que je vais pouvoir aller dans ce restaurant-là? Est-ce que je vais pouvoir aller dans ce bâtiment public? Est-ce que je vais pouvoir aller dans cette boîte de nuit? Est-ce que je peux vivre tout simplement? En fait, vous ne posez pas la question parce que ça a été pensé comme ça. Nous, aujourd'hui, on a des gros lobbying extrêmement puissants qui sont en train de négocier pour qu'encore aujourd'hui, on construise des bâtiments qui ne soient pas prévus pour tout le monde. On se bagarre encore aujourd'hui pour que 100% des logements neufs ne soient pas accessibles. La fameuse loi Elan où on était sur 100% accessible pour passer, je crois, à 20% d'accessible. Ça va à l'encontre de l'évolution de notre société et pas uniquement pour les personnes handicapées. Les personnes à mobilité réduite, ça concerne toutes les personnes âgées qui, au bout d'un moment, seront des personnes à mobilité réduite. Donc aujourd'hui, ça va à contresens. Donc oui, il y a des sociétés. Alors, notamment les sociétés anglo-saxonnes qui sont, alors je ne vais pas vous faire l'historique philosophique, sociologique de ces pays, mais oui, il y a des pays dans lesquels il fait bon vivre quand vous êtes handicapé. En tout cas, il fait mieux vivre que chez nous. Mais en même temps, il y a plus de 200 pays dans le monde. Je préfère vivre en France que dans 90% des pays du monde en tant que personne handicapée, et puis même globalement. Mais bon, ça me regarde, ne serait-ce qu'en termes de droits et de liberté. Mais voilà, donc aujourd'hui, oui, il faut se nourrir de ça. Il faut se nourrir des bons exemples. Ok. Le temps passe malheureusement. Il y aurait plein d'autres questions à vous poser, comme a dit Marie-Sara. Une dernière question qu'on nous pose. Comment peut-on vous joindre et est-ce que vous avez des relais en région? Pour mon association? Oui. Alors, pour l'association comme les autres, oui, on a des antennes. Donc, on est basé, nous, en Ile-de-France, mais on a une antenne à Lyon, une antenne à Marseille, une antenne à Bordeaux. Et on a une antenne aussi qui est en train de se créer dans les Hauts-de-France. Donc, pour nous contacter, c'est sur le site de l'association, donc comme les autres.org. Donc là, on répond évidemment à tous les messages. Voilà, si vous avez des questions ou si vous avez envie de vous impliquer, si vous avez envie de nous aider, de nous soutenir aussi. C'était aussi un des enjeux. Marie-Sara a vu le film. C'était un des enjeux de la diffusion de ce film, le film Comme les autres sur France 2. C'était aussi de faire un appel massif aux dons, parce qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est de pouvoir répondre à ce qui se passe dans notre pays, c'est que vous avez entre 1500 et 2000 personnes qui se retrouvent blessées médulaires, donc qui se retrouvent en fauteuil roulant après un accident de la vie chaque année. Aujourd'hui, nous, on peut répondre à peu près à 20%, 15-20%. Et donc aujourd'hui, il nous faudrait un budget 6 fois plus important que celui qu'on a pour y répondre. Alors, évidemment, il y a des fondations d'entreprises qui nous soutiennent. Il y a
un certain nombre de structures auxquelles on fera appel, des structures publiques, mais nous, on a besoin énormément des gens et de leur implication. Nous, notre combat, il est très simple, hein. C'est que des personnes qui ont l'accident de la vie, ce qui peut d'ailleurs entre nous arriver à n'importe qui, et du jour au lendemain, on va leur donner les outils qui vont leur permettre de retrouver une vie sociale épanouie, tout simplement une vie heureuse. Donc c'est ça qu'on fait. Alors on ne le fait pas pour 100% de l'humanité, on le fait pour ces populations-là, parce qu'on a une vraie expertise sur ces populations-là. Et donc voilà, après on a besoin aussi de participants handicapés, on a besoin de participants valides, on a besoin localement aussi d'avoir des contacts de prestataires pour développer nos activités, pour aussi réduire nos coûts de gens qui voudraient nous donner un coup de main. Voilà, on a besoin de ces choses-là. Donc, vous êtes évidemment tous invités à nous rejoindre. Et parce que aussi l'engagement et ce sentiment d'utilité sociale, c'est quelque chose qui, très égoïstement, rend heureux. Et là, je le dis en assumant ça complètement, de toutes les structures et toutes les activités que j'ai, et activités entrepreneuriales, ce qui, moi, me remplit le plus et là où je me sens le plus utile, c'est bien mon association. C'est pas ce qui me fait vivre, c'est pas la question, mais c'est là où je me sens le plus utile et c'est ce qui peut souvent me met le plus souvent le petit sourire au coin de la bouche, donc au coin des lèvres. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et engagez-vous de manière générale, engagez-vous pour des causes d'intérêt général, pour des causes qui vous paraissent importantes. Vous verrez, ça vous rendra que meilleur. Ouais, je ne peux être que d'accord avec Michael sur ce point-là. Engagez-vous et allez visiter bien sûr le site de l'association comme les autres. Vous avez le lien en commentaire de la vidéo. Allez sur le site, découvrez l'association, n'hésitez pas à les contacter, engagez-vous auprès d'eux. Voilà, je pense que cet échange était aussi passionné que passionnant. Merci beaucoup Michael Jérémias d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir, un vrai plaisir vraiment, je le dis très honnêtement, de converser avec vous. Et merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette conversation. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain échange parce que la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec les amis du CRIF pour une rencontre avec Valérie Pécresse. Ce sera mardi prochain sur la page Facebook du CRIF. Très bonne soirée à tous et à bientôt. À bientôt, merci.